Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue parle des derniers rapports 2014-2015 des Nations Unies sur les exactions des groupes armés et de l'armée malienne dans le nord du pays, des atteintes aux droits de l'homme. Nous allons voir tout cela avec nos invités. Ils sont 5. Aujourd'hui, maître Amadou Théoulé Diarra, il est de la Ligue pour la justice et le développement des droits humains. Et Firoun Maïga, membre de la plateforme, sera également avec nous. Saloum Traoré est en cours de route. Il est le directeur exécutif d'Amnesty International. Ataï Ag Mohamed, chargé des questions de droits de l'homme au MNLA et membre de la CEMA, sera également en ligne avec nous. Et maître Abdraman Touré, avocat au barreau malien, est également avec nous pour débattre des questions liées à ces derniers rapports des Nations Unies sur les droits de l'homme. Merci à vous. Je suis Famoussa Sidibé. Gaïn Kanté est à la technique. Studio Tamani. Dans ces rapports des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali, les groupes armés sont mis en cause, notamment dans la ville de Kidal, pour des violations et des abus de droits de l'homme. Les forces armées maliennes sont également désignées à Tinahama. Les Nations Unies pointent donc le Gatia et l'inaction des FAMA. Alors aucune des parties n'échappe donc à ces conclusions de ces deux rapports. Alors maître, déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport et qu'est-ce que vous pensez de son contenu? Ok, merci Radio Tamani. Dans la méthode de rédaction du rapport, j'ai absolument rien à dire, mais quand j'ai parcouru et notamment le rapport de 25 pages, il y a quand même des interrogations. D'abord, les étudiants de DG Mané, ils savent que la souveraineté suppose une compétence exclusive. Cela veut dire que le gouvernement du Mali devrait en principe avoir la possibilité de l'exercer, premièrement. Alors, cela découle du fait que c'est lui qui a la responsabilité de protéger. C'est le premier qui a la responsabilité de protéger, mais je vois dans le rapport... Donc vous remettez en cause ce qu'on attribue à l'armée malienne? Oui, parce que c'est un problème dans ma tête. Alors, essentiellement, c'est l'utilisation d'armes disproportionnées, si je relate les... Non, il y a autre chose, parce que pour la première fois, je vois une notion d'ennemi qui échappe à ma compréhension de juriste, parce qu'il est dit que, en fait, nos forces armées, nos forces ont tenu à défendre leur position opposée, eh bien, légitime défense, repousser l'ennemi. Mais qui est l'ennemi? C'est les ennemis, les assaillants. Je suis stupéfait parce que la notion d'ennemi a évolué en fait de mon point de vue. De mon point de vue, il faudrait que l'on voit clairement qui est ennemi, c'est ça. Et qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas. Il y a ça, et puis bon, et aussi j'ai des doutes par rapport à la question de la plénitude de l'exercice de la souveraineté. Donc, sur ce plan, même si je suis d'accord qu'il y a une facilité de lecture, on voit qu'il y a en fait un effort d'équilibre dans la rédaction, mais quand même des interrogations sur ce plan. Et puis, également, au départ, c'était le MLA. Alors, je n'ai pas compris pourquoi le HCUA et le MAA, en fait, sont venus à la rescousse du MLA. Et puis, haute interrogation, c'est par rapport, en fait, au nombre. C'est par rapport au nombre. Je ne remets pas le rapport en cause, mais c'est par rapport au nombre. La question de nombre se pose ici. Autant on est, si vous voulez, clair, les portes A
et B, C et D, c'est clair. Mais les groupes armés, on ne parle pas de leur composition en termes de nombre. Ça, c'est des choses vraiment qui, en fait, posent problème dans ma tête. D'accord. Voilà. Alors, nous allons poser cette même question à un autre juriste avec nous, Maître Abdraman Touré. Vous êtes avocat au barreau malien. Dites-nous ce que vous pensez du contenu de ce rapport. Bonsoir d'abord à M. Sidibé et bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani. Je prends la parole après mon professeur et mon confrère Maître Diarra. Je partage en partie ses inquiétudes, sauf que ce que je voulais apporter d'abord sur le rapport lui-même, quand on le prend comme tel, qu'est-ce que c'est, quelle est sa nature même juridique. Je pense que ça c'est important pour nous permettre de comprendre le contenu et comprendre ce qu'on recherche même à travers ce genre de rapport. Ce rapport parle d'abord de ce qu'on appelle les droits humains dans un contexte de conflits armés. Et la surveillance et l'observation de ces droits humains quand même est quelque chose d'assez sensible. La mission des Nations Unies se veut neutre, comme on le dit, c'est les Nations Unies, qui veulent veiller à la protection de ces droits humains. Et dans ce cadre, ils collectent des informations. Ils ne sont pas les seuls habilités à collecter ces informations. Ça peut provenir des spécialistes comme les journalistes, les avocats, les médecins, les membres du gouvernement, le consulat, etc. Donc c'est pour dire simplement que ce rapport, c'est simplement un outil qui récapitule, sinon qui recense de manière systématique tout ce qui peut être qualifié après par les juridictions compétentes d'atteinte aux droits humains. Et vous l'avez bien compris, mon confrère l'a rappelé ici, ils font un recensement des actes qu'ils considèrent comme étant des atteintes aux droits humains et du côté des groupes armés et aussi du côté des forces armées et de sécurité. La question de la souveraineté a été posée ici. Je pense que même dans un contexte normal où le pays n'est pas divisé, il se peut qu'il y ait des atteintes aux la particularité de la part des forces armées. De la part des forces armées. Donc ça peut arriver même dans un pays où il n'y a pas un conflit armé. La spécificité de ce rapport, c'est que c'est dans le cadre d'un conflit armé où il y a des belligérants quand même de part et d'autre. Donc le tiers garant et le référent, ça peut être qui? Ça peut être des organisations internationales, des ONG, des diplomates qui ne sont pas partis. Et dans ce cadre-là, il est de leur mission de relater tout ce qui se passe, tout ce qu'ils observent. Ils publient ces rapports-là pour que les juridictions compétentes et les autorités maintenant se saisissent de l'affaire pour l'étudier. Après, maintenant, il y aura des enquêtes qui seront ouvertes parce que là, le rapport, c'est simplement un état des lieux, des constats. Mais la prochaine étape va être maintenant des investigations judiciaires, tant par les juridictions nationales voire internationales, pour savoir exactement qu'est-ce qui peut être qualifié d'atteinte aux droits humains. Est-ce que c'est prévu par les textes nationaux? Est-ce que c'est prévu par les textes internationaux? Donc à ce jour, moi je ne vois pas d'inquiétude. Peut-être même qu'il faudrait se réjouir qu'il y ait des structures qui rapportent quand même des situations qui peuvent encore aller sur le terrain et rapporter les informations. Voilà, donc c'est la seconde phase maintenant qui va être beaucoup plus déterminante. Notamment les poursuites. Exactement. Merci beaucoup, Maître Abdraman Touré, avocat au barreau malien. Alors nous avons également les groupes armés avec nous. La coordination des groupes armés rejette, la CEMA donc rejette le rapport de l'ONU et dément de manière catégorique les informations sur les cas de violation de droits de l'homme. La CEMA demande plutôt une enquête indépendante internationale et affirme respecter les formes conventionnelles lors des différents affrontements qui ont eu lieu au nord du Mali. Alors nous avons Ataï Ag Mohamed justement de ce mouvement. Ataï, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, oui, je suis là. Alors est-ce que vous êtes sur cette même position de démenti? Oui, nous démontons la question d'exécution sommaire. Des cas de violation de l'homme de part et d'autre ont certainement existé. On ne peut pas totalement nier ce rapport-là qui est derrière un travail qui vient à point nommé parce que ça soulève une question pertinente, donc la question de violation des droits humains dans le conflit. Je remercie bien Maître Touré qui m'a précédé, qui a bien pris le temps de décrire la nature de ce rapport-là. Et c'était très important. C'est une notion élémentaire d'abord qu'il faut savoir, c'est que ce rapport-là est une récapitulation
très importante, datée de ce qui s'est produit, mais ce n'est pas un verdict. C'est un instrument qui est là, qu'il faut utiliser demain pour les enquêtes de transparence, des enquêtes indépendantes, qui pourront situer de façon claire les responsabilités. Les responsabilités d'abord morales, juridiques, du fait même de cet incident de Kidal. Il faut d'abord commencer par là. Ensuite, aller vers ce qu'ils ont comme données, mener une enquête pour savoir est-ce que réellement ces accusations sur des cas d'exécution sommaire de ces fonctionnaires au gouverneur de Kidal est-il vraiment avérée. Et maintenant, c'est pourquoi la CMA dit que, le réitère, demande toute forme d'exécution sommaire de sa part. Il est bien possible que des fonctionnaires soient tués dans les conflits, mais cela aussi pourrait se passer dans d'autres situations. Ce n'est pas forcément comme on l'imagine, ou des gens qui ont été arrêtés et exécutés. Loin de là, très loin de là. Et ensuite, bien avant cela, comme je le disais, il faut situer les responsabilités morales et juridiques de la cause même des incidents de Kidal. C'est que le gouverneur de Kidal a convié des fonctionnaires dans une salle le 17 mai 2014, pendant que depuis le 16 déjà, la tension était haute entre les deux protagonistes. Ensuite, en plein combat, depuis 7 heures du matin jusqu'à la tombée du soleil, toujours, c'est nous, gouvernorat, le Premier ministre Moussa Mara a tenu à maintenir ces hommes, ces fonctionnaires au sein de ce département-là. Ceci est une grave responsabilité morale. Donc tout ceci doit être situé dans l'enquête. C'est pourquoi, encore, tout en respectant l'âme des disparus, la CMA attend à ce qu'une enquête indépendante, l'enquête internationale prévue dans l'accord, soit effective et puisse faire son travail. D'accord. Merci beaucoup Ataï Ag Mohamed. Je rappelle que vous êtes membre donc de la CEMA, mouvement la coordination des mouvements armés donc de l'Azawad. Alors quant à la plateforme, elle refuse donc tout commentaire sur le dit rapport, mais nous avons un représentant également de cette plateforme avec nous. Selon donc son porte-parole, le rapport de l'ONU est en contradiction avec d'autres rapports fournis par les instances donc habilitées du comité de suivi et de la mise en œuvre donc de l'accord. Alors Firoun, est-ce que vous êtes toujours sur cette même dynamique? Oui, merci beaucoup, bien sûr. Je viens d'arriver, je vous disais que je n'étais pas à Bamako, donc j'ai fait direct pour arriver ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voulais juste remercier les collègues qui sont là, magistrats aussi bien qu'avocats. Et je suis à leur école et j'ai entendu effectivement l'encadrement qu'ils ont donné par rapport à la forme, au fond et au style. Et je suis totalement d'accord avec eux. Je me pose et je m'interroge d'ailleurs, parce que c'est des événements qui se sont passés à un moment T dans le temps et ces événements n'ont pas été couverts par beaucoup. Alors comment on est arrivé à ce rapport? Est-ce que c'est sur la base d'une mission conjointe ou bien d'une mission des Nations Unies sur le terrain pour poser des questions, ainsi de suite? Parce que en fait, ce que je peux seulement vous dire, le 17, j'étais à Kidal. Ces événements se sont passés devant moi. Le 17 de quelle année? Oui, le 17 dont on parle. Le 17 mai? Oui, bien sûr, j'étais à Kidal. Lors de la visite du Premier ministre Moussa Mara. Le Premier ministre m'a trouvé à Kidal. J'étais là, témoin. Et je pense que puisqu'il y a un rapport et que le Mali même mène des enquêtes par rapport à ça, je n'ai pas besoin d'aller là-dessus. La question, c'est simplement, je sais que ce jour-là, en dehors de 3 hélicoptères de Serval qui ont survolé pour essayer de regarder les orientations qui sont données, je ne voyais pas une autre personne capable de dire voilà ce qui s'est passé. Donc si quelque chose est dit, c'est les Français qui l'ont dit. Alors, s'il y a une mission des Nations Unies qui va à Kidal pour aller interroger des gens qui n'étaient pas du tout témoins et qui ne peuvent pas, et qu'ils arrivent à des conclusions comme ça, je m'étonne. Quel est l'agenda de la communauté internationale des Nations Unies? Est-ce qu'il ne faut pas penser également que cette mission a pu entendre également certains de vos collègues qui étaient dans la délégation? Mais non, mais je dis tous ceux qui étaient dans la délégation. Moi, j'ai vu la délégation du gouvernement.
tous les préfets, tous ceux qui étaient venus. Je suis reparti, j'étais avec une délégation civile. Mais je peux vous dire, il n'y a pas quelqu'un parmi ceux-ci-là, à moins que ce ne soit les prisonniers et ceux qui étaient directement. Et si c'était cela, les Nations Unies ne pouvaient pas faire un rapport en dehors du gouvernement. Et parce que le Mali est un pays souverain. Et c'est à ce niveau-là que l'information véritable peut être donnée et s'il y a des contradictions. Donc je pense que... Donc vous remettez en cause ce Non, rapport. non, totalement. Mais ce n'est pas que je remets seulement en cause. En fait, en tant que plateforme, je me dis le caractère totalement surprenant d'un tel rapport qui donne des indications et dont je sais que les éléments ce jour-là ne sont pas à leur portée. Donc je ne sais pas comment ce rapport-là ils l'ont fait, mais comme c'est les Nations Unies, même s'ils vous ramassent, je ne sais pas n'importe quoi, puisque c'est les Nations Unies, il faut le consommer. Nous allons observer une courte pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, nous sommes également sur notre site web créé pour cela, www.studiotamani, en un seul mot.org. Vous pouvez nous écouter à travers l'une de nos 50 radios partenaires répertoriées dans tout le pays. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur les deux rapports 2014-2015 des Nations Unies sur les droits de l'homme donc au Mali, des rapports qui mettent en cause l'armée malienne, mais également les groupes armés de violation de droits de l'homme donc dans le pays. Alors nous sommes avec nos 4 invités. Alors Maître Amadou Tchéoulé Ndiara, vous êtes de la Ligue pour la justice et le développement et les droits humains. Aujourd'hui, est-ce que on peut décortiquer ensemble ces deux rapports-là et certifier que son contenu n'est pas... Oui, il y a ce qu'on appelle en droit, moi je peux le considérer, nous avons en droit la notion de jugement interlocutoire. C'est-à-dire qu'on établit un document, à la lecture du document, il apparaît déjà que la solution pourrait être en fait dans tel ou tel sens. Mais si je vais répondre à mon frère de la Mauritanie, je veux savoir, les administrateurs, là, ils étaient militaires ou pas? S'ils étaient des civils, est-ce qu'ils étaient armés? Parce que la question de fond, pour dire qu'il y a eu bagarre face à face, ça suppose que ceux qui étaient dans le gouvernorat, ils étaient armés. Est-ce qu'ils étaient des civils, les administrateurs civils? Est-ce qu'ils étaient des militaires? Cette question va aider à régler la question. Alors aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est la question des poursuites. Une chose est d'établir un rapport, mais encore faut-il mener des poursuites pour punir les auteurs. Bon, les poursuites, c'est une question de bonne foi et des deux côtés. Des deux côtés, puisque les Nations Unies ont voulu les mettre dans la même balance. Ce qui peut quelque part frustrer. Si vraiment nous sommes des nationaux entre nous. Mais on peut le comprendre pour la circonstance. Moi, j'ai lu le document qui est là. Mon problème, est-ce qu'il faut établir une hiérarchie dans la méthode qui est proposée par les Nations Unies? Est-ce qu'il faut aller d'abord, dans en fait et ce qu'on appelle voilà, du côté du gouvernement, est-ce qu'il faut d'abord poursuivre tous les auteurs présumés de violation du droit international, etc., etc. Maintenant, par les tribunaux. Si cette poursuite doit avoir lieu, mais s'il n'y a pas la coopération de la CEMA, comment est-ce que les juges peuvent appréhender les éléments qui ont fauté? Alors, nous allons poser cette question à Ataï Ag Mohamed. Ataï, est-ce qu'aujourd'hui la CEMA est disposée à se faire entendre ou bien par les enquêteurs ou bien par la justice? Est-ce que vous êtes disposé à mettre à la disposition de la justice les auteurs qu'on pourrait retrouver du côté de la CEMA? Écoutez, je pense que vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Ensuite, vous avez des interlocuteurs qui sont censés être des juristes ou je ne sais, des gens de la Ligue des droits de l'homme. Ils sont censés donner des indications
dans un sens plus équilibré et transparent par rapport à toutes les victimes et vice-versa, sans pour autant avoir pour mission de jouer un rôle de communication en faveur d'une souveraineté en réalité qui... Alors, pour en venir à ma question, Ataï... Oui, je suis là, je vous écoute. Pour en venir à ma question, est-ce que la coordination est disposée à collaborer avec la justice? Écoutez, la coordination des mouvements de l'Azawad a été la première d'ailleurs, depuis l'ouverture des négociations à Ouagadougou, à insister sur la mise en place d'une commission d'enquête internationale sur tous les cas de crimes de guerre, sur tous les cas de crimes contre l'humanité, de violations et toutes formes d'agressions qui ont été liées. Nous avons été les premiers et cette commission d'enquête est bien mentionnée dans ce rapport, dans l'accord d'Alger qui est actuellement l'accord en vigueur. Et nous sommes toujours disposés à toutes les enquêtes. Et si d'ailleurs à Kidal, en mai 2014, que l'aménagement a pu accéder aux locaux, récupérer les corps, et j'ai vu mon frère le maître a posé une question, savoir est-ce que les gens qui sont dans le gouvernement sont armés. Je lui dis que, bien sûr, pas tous, mais c'est l'armée qui était là dans le gouvernorat, qui a ouvert le feu. Les rapports l'ont indiqué, c'est une provocation militaire malienne, qui a ouvert le feu, qui a continué à ouvrir le feu et qui a réussi la riposte. Et dans ces locaux, à partir desquels l'armée ouvrait le feu, il y avait des fonctionnaires. Parmi ces fonctionnaires, peut-être qu'il y a des civils, mais pour la plupart, ce sont des militaires reconvertis à l'administration, parce que c'est comme ça dans le nord du Mali depuis des décennies. Donc ils sont là quand même, et je pense que la première mission de l'armée serait normalement de les sortir de la zone de confrontation. Merci si Ataï. Merci et que l'armée a choisi de fuir et les abandonner ou continuer à lutter pendant qu'ils sont là, c'est une responsabilité grave et morale de la part de ceux qu'il appelle la souveraineté d'État. Merci Ataï Gak Mohamed, membre de la CEMA. Alors, Maître Abdraman Touré, vous êtes avocat au barreau malien. Dites-nous aujourd'hui si dans ce cas de figure, des poursuites sont possibles. Effectivement, je voulais répondre un peu sur un aspect que mon confrère a soulevé ici. Ataï en a parlé aussi de la mise en place d'une commission internationale qui a été un vœu émis par beaucoup de parties dans ce conflit malheureux. C'est pour dire simplement que cette commission d'enquête internationale, au même titre que les organisations non gouvernementales, vont élaborer simplement un rapport. Un rapport qui fera un état de lieu, peut-être qui sera beaucoup plus consensuel compte tenu de la diversification et de l'aura internationale que ça va avoir. Mais tout cela n'empêche pas le travail en aval de la justice. Et ce travail en aval de la justice quand même est assez difficile dans la mesure où il faut aussi préciser à l'intention de tous les auditeurs que lorsqu'il y a mort d'homme ou assassinat, tous les morts d'homme ou tous les assassinats ne sont pas constitutifs de crimes attentatoires aux droits humains. Ça peut paraître assez paradoxal, surtout en zone de conflit. Par exemple, des bandits qui viennent attaquer un véhicule et qu'il y ait des morts d'hommes, ça relève carrément du droit commun. C'est un assassinat simple, mais ça ne peut pas être qualifié d'atteinte aux droits humains dans le contexte de conflits armés. La particularité des atteintes aux droits humains dans les conflits armés, c'est qu'on a en face deux groupes. Le premier groupe, le conflit armé inter-État. Et donc, le premier groupe peut être les forces armées de sécurité. Et le second groupe, maintenant, c'est ceux qui sont opposés aux forces armées et de sécurité. Et la responsabilité de chaque entité est établie en fonction quand même de l'ordre et du pouvoir autoritaire, ainsi que de la hiérarchie qui a commandé à la commission du meurtre ou de l'assassinat. Donc, on parle d'atteinte ou d'assassinat qu'on peut qualifier de droits humains lorsque l'assassinat a été commandité sur ordre des autorités, sur ordre de la hiérarchie, ou si elle a fermé les yeux sur ce qu'elle aurait pu empêcher. Donc, il y a à côté de cela également, à côté de l'ordre, il y a également un élément intentionnel qu'on ait vraiment voulu attenter à la vie des personnes. Et le troisième élément, c'est que ces atteintes également soient prévues et punies soit par les textes internationaux, soit par les textes nationaux. Ça, c'est du côté étatique. Il peut y avoir assassinat, mais dans la démonstration, dans l'enquête, ce n'est pas forcément qualifié d'atteinte aux droits humains dans le cadre de conflits armés. Maintenant, du côté des groupes armés également, c'est à peu près les mêmes conditions lorsque les assassinats sont survenus dans un contexte qui n'est pas celui de l'état de légitime défense, ou si c'est arrivé par accident ou par ignorance.
Voyez-vous? Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que les morts d'hommes survenus ne sont constitutifs plutôt des crimes attentatoires aux droits humains. Et lorsque aussi la responsabilité d'une autorité politique peut être mise en jeu dans le cadre d'une élimination systématique de personnes ou de groupes spécifiques. Par exemple, on peut dire meurtre de civils par les groupes armés. N'est-ce pas? Là, maintenant, on peut aller dans le cadre d'une atteinte aux droits humains. Dans le cadre de l'État, par exemple, une opération de ratissage que les forces armées déploient à la suite d'une attaque des groupes armés, et où on amène beaucoup de civils, on les fait sortir, on exécute, on bat certains jusqu'à mort. Là, on est dans le cadre de violation de droits humains. Alors, que dire alors de cette notion d'utilisation disproportionnée d'armement de guerre? Voilà, l'utilisation disproportionnée d'armements de guerre, quand on regarde cela très bien, ça peut rentrer dans le cadre du premier critère que j'ai dénoncé, que j'ai développé tout à l'heure, lorsque l'autorité en face maintenant à déployer des moyens qui, au regard de la menace, paraissent disproportionnés. Par exemple, pour éliminer un certain nombre de personnes, on se met à bombarder tout un village, par exemple. Et des civils également peuvent... Donc ceci est qualifiable de... Ça va être difficile parce qu'il y aura le second élément qui est l'élément intentionnel. Est-ce que ces civils qui ont été touchés de manière délibérée? Donc là, la question peut se poser à ce niveau. C'est une forme de légitime défense qu'on peut... Bon, même pas une légitime défense, mais l'élément intentionnel également doit exister en la matière. C'est vrai qu'il y a eu mort d'homme. Si l'élément intentionnel n'est pas là et que les civils ont été tués par inadvertance parce que les moyens sont disproportionnés, l'État peut être toujours poursuivi ou les responsables, mais pas dans le cadre quand même de violation de droits humains au sens du droit international. Parce qu'après tout, il y a eu mort d'homme, et quand il y a mort d'homme également, il y a également des responsabilités qui doivent être engagées. Mais c'est l'angle d'attaque maintenant qui va différer. Atteinte aux droits humains ou assassinat simple ou meurtre ou dommage. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Maître Abdraman Touré, pour ces précisions. Alors, il y a également une autre partie qui a été incriminée, un membre de la plateforme, le Gatia. Aujourd'hui, Firoun, qu'est-ce que vous dites de ces accusations à l'endroit du Gatia? Écoutez, je viens d'écouter ce que disent les éminents avocats et puis même tous les autres, les preuves, ainsi de suite. Et je vais être de plus pratique. Je ne vais pas être juriste, c'est leur boulot de pouvoir faire ça, de le faire. Les circonstances de la crise malienne et les contextes dans lesquels aujourd'hui un rapport est sorti pour pouvoir interpréter ou orienter l'opinion nationale, même internationale, sur des crimes commis et qu'on assimile même à une violation des droits humains, pose d'énormes problèmes pour moi de manière pratique. Et je me dis d'abord, en ce qui concerne le Gatia, en ce qui concerne ce qui s'est passé entre la SEMA au niveau de cette localité donnée, je suis informé, j'ai été au courant, mais je ne pense pas que vérité soit dite ou bien l'analyse de ce rapport réellement reflète la réalité. Et je pense qu'à ce niveau-là, ce qui est écrit est totalement contradictoire et elle ne rentre pas dans le sens de ça. Simplement, je peux dire, les deux événements, que ce soit celui de Kidal et celui de Tinahama, les seuls éléments capables d'apporter des preuves ou de réorienter, c'est peut-être les trois composantes, que ce soit la SEMA, la plateforme ou le gouvernement, parce qu'ils ont été les premiers. Et ensuite, la communauté internationale, à travers l'aménagement à qui on avait demandé de venir, de la part même de ceux qui sont concernés pour leur dire qu'il y a violation quelque part, il y a abus qui ne sont même pas venus. Bon, on ne viendra pas après 4 jours, vous prenez vos papiers et puis bon, vous allez vous imposer pour demander à un berger comment ça s'est passé. Et c'est ce qui peut faire force de loi. Je reviens à ce qu'a dit l'avocat. Il faut que des preuves formelles sur des analyses objectives soient posées pour qu'on puisse dire ceci est fait. Mais il faut aussi que le gouvernement malien, puisque tous ces mouvements ont signé à Ouaga, que ce soit à Alger, la reconnaissance de l'intégrité territoriale du pays et le caractère souverain de ce pays. Donc il est de la responsabilité du pays, du Mali, de commanditer des missions comme ça et de pouvoir argumenter ou bien de co-argumenter ce rapport avec eux. En ce moment, il y aura matière à discuter. Quitte à être en porte-à-fôt avec la justice. Mais bien sûr, il n'y a pas d'unanimité sur les trucs là, c'est des faits qui doivent être prouvés. Je parle sous réserve de ceux qui sont spécialisés pour animer un tel débat. Moi, je dis de manière pratique, ma conclusion est que c'est vrai que c'est un rapport. J'analyse de ma manière, je trouve qu'elle est totalement... Bon, je ne veux pas le dire, mais moi je dis honnêtement, c'est ce que je dis n'engage que moi. C'est un rapport qui ne reflète pas la réalité des cas tels qu'on a été donnés. Nous allons en pause avec cette déclaration. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les deux rapports 2014-2015 donc des Nations Unies sur les violations de droits de l'homme dans le nord du Mali, des violations qu'on attribue à l'ensemble des parties dans le conflit malien, à la fois à l'armée malienne, également aux deux groupes, au SEMA et Plateforme. Nous avons 4 invités pour donc parler de pour décortiquer cette thématique avec nous. Maître Amadou Théoulé Ndiara de la Ligue pour la justice, le développement et les droits humains. Alors maître, il y a également un autre aspect de ce rapport qui parle de l'enrôlement des enfants soldats. Qu'est-ce que la justice dit en la matière? Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a eu beaucoup de témoignages. Et notamment à l'intérieur du gouvernorat. Il y a la position du droit international sur la question, mais il y a la position aussi du droit national malien sur cette question. Le principe de l'interdiction. Les enfants, ils ne doivent pas être enrôlés pour faire la guerre. Si on le fait, eh bien, ça entraîne des conséquences. Selon que l'on applique le droit pénal international ou selon qu'on se trouve dans la situation d'un conflit qualifié de crime de guerre, comme c'est le cas, ou en droit national. Je pense que le droit national, effectivement, ça tombe sous le champ d'application du droit national. Et par conséquent, ce seul fait, s'il est établi, en fait, infirme aussi pas mal de choses. Parce que, voyez un peu la question des déplacements des populations. On a dit 3000 dans le rapport consécutif au bombardement, n'est-ce pas? Alors, c'est là où vraiment j'entre en questionnement avec le rapport. Puisqu'on dit 3000, mais en vérité, il s'est trouvé qu'il y avait un congrès aussi. Il y avait un congrès. Alors, est-ce que le nombre correspond à la présence des congressistes ou bien en fait, c'est parce que c'est ça qu'on veut mettre sur le dos. Ou si c'est lié aux attaques. Voilà, c'est ça qu'on veut mettre sur le dos de l'armée malienne. Alors qu'il y a quand même des faits la coïncidence des faits. D'accord. Alors, merci beaucoup, Maître Amadou Théoulé Ndiara. Vous êtes donc de la Ligue pour la justice et le développement des droits humains. Alors, Ataï Ag Mohamed, vous êtes de la SEMA, vous êtes chargé donc des questions de droits de l'homme au sein du MNLA. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à faire entendre les éléments mis en cause par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation? Et justement, qu'est-ce que vous pensez de cette commission? Écoutez, je pense que vous posez trop de questions pour peu de temps que vous accordez. Mais ce qu'il y a, c'est que d'abord, la CMA dans sa globalité, et les MLA, si vous voulez, ne considèrent pas aucune impunité. Il faut que l'impunité soit abolie de cette histoire. Pour une fois, il faut que la justice tranche sur tous les cas de crimes de guerre, sur tous les cas de violation des droits humains. Nous y insistons et nous ne négocierons pas sur ce sujet-là. Donc, nous sommes les premiers à nous mettre à disposition de toute enquête transparente et indépendante dans le cadre de ces violations historiques, qu'elles soient datées de 1963 à nos jours, qu'elles soient d'hier ou on espère qu'il n'y aura pas d'autres demain. Et bien sûr que, comme nous avions sollicité cette commission d'enquête internationale, que l'enquête est liée, que les crimes les responsabilités soient situées et nous n'aurons aucun inconvénient à ce que toute personne ayant commis un crime de guerre, ayant touché des civils pour des cas inexpliqués ou de façon volontaire, soit jugée et répondre à ses propres actes. Et c'est vice-versa pour tous les camps. Pour tous les camps. Ensuite, je pense qu'il y a aussi lieu de ne pas confondre. Il y a eu le 17 mai, il y a eu le 21 mai. Le 21 mai, dont on fait part dans le rapport où l'armée a fait usage de façon disproportionnée des armes, c'est que l'armée malienne, qui est censée
n'est pas se renforcer après l'incident du 17 mai, est encore venu en renfort avec 1843 éléments. 1843 éléments dans la ville de Kidal. Avec ces 1843 éléments, elle a lancé l'assaut le 21 mai avec des BM-21 pendant qu'elle se couvrait par des cités habitées par les populations. Et nous, de la CMA, toutes les preuves existent, les vidéosurveillances des combats par les hélicos de Berkane existent bien sûr. Alors, ces informations sont difficiles à contredire à Taï puisque nous n'avons pas les représentants de l'armée malienne à cette émission. Écoutez, je viens. C'est que l'armée malienne, pour vous dire quelque part aussi, si nous étions dans l'esprit de répondre comme elle agit, on aurait mélangé les civils à des FAMA. Mais là, je vous dis jusqu'ici, toutes les preuves sont là. La CMA n'a pas fait usage d'oubli en riposte, jusqu'à ce que nous sommes rentrés en contact face à face avec les forces maliennes dans la ville de Kidal. C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser comme avec eux, des roquettes, mais on ne l'a pas fait, jusqu'à ce que le contact a été direct avec les forces. C'est la preuve qu'il n'y a aucune volonté de la CMA et de ses combattants de toucher ni à des civils, encore moins de tuer des soldats qui ont voulu se rendre. Merci. Nous avions remis vivants tous les soldats que nous avions pris, tous les administrateurs et militaires que les FAMA ont laissés dans le gouvernement du 17 mai. Merci. Nous les avons libérés volontairement, sans condition. Merci Ataï. Merci Ataï pour ces précisions. Je rappelle que des prisonniers également du côté de Bamako ont été libérés. Et pour donc l'équilibre de cette émission, je rappelle qu'il est difficile d'avoir les représentants donc de l'armée malienne à cette émission pour contredire Ataï. Et cela ne veut pas dire que ce que vous dites est remis en cause. Alors maître, aujourd'hui, comment peut-on comprendre le fait qu'on demande une enquête indépendante alors qu'il y a une commission qui a été créée, une commission nationale à laquelle adhèrent l'ensemble des partis dans ce conflit, qui est là, qui doit être chargée d'élucider un certain nombre de questions. Aujourd'hui, pourquoi demander une commission internationale pendant qu'il y a une commission ici, justice, vérité, pour se pencher sur certains aspects donc, de ce rapport? Moi, je pense que c'est les missions de ces deux comités, c'est pas la même chose. Là. Le comité justice, vérité et réconciliation a une vocation bien précise et les commissions d'enquête sur des faits ou des cas présumés d'atteinte aux droits humains également est une chose. Comme on le dit, l'une des commissions a une vocation, je dirais, assez mixte entre la justice transitionnelle, comme on le dit, et la réconciliation nationale. Et l'autre commission va travailler sur des aspects qui relèvent de la justice classique, qui est vraiment différente de la justice transitionnelle. Donc, c'est vraiment pas la même chose. La commission justice, vérité et réconciliation, il ne s'agit pas pour elle d'aller enquêter sur ces violations des droits humains. Il s'agit de faire l'état de ce qui a été fait, d'écouter les victimes, pouvoir leur accorder la possibilité de bénéficier des explications, de savoir ce qui s'est réellement passé, avoir une réparation à la limite, donner des garanties de non-récurrence et à la limite même essayer de réconcilier les gens, ce qui n'est pas le cas des commissions d'enquête classiques sur les cas de violation des droits de l'homme. Je voulais revenir sur un point tout à l'heure que le monsieur qui est en Mauritanie vient de soulever, Ataï vient de soulever, par rapport à la disproportion de ce qui a été fait à Kidal. Il estime qu'il y avait une disproportion, ce qui est qualifié juridiquement dans le cadre des frappes aveugles. Mais de l'autre côté aussi, il y a des disproportions, notamment qu'on peut soulever de la part des groupes armés, notamment l'insémination des mines, de part et d'autre sur des installations civiles. Voyez-vous, les routes sont des installations civiles, les espaces naturels qui sont minés sont des installations a priori civiles, pas du tout militaires. Donc en mettant des mines, c'est des choses qui peuvent également porter atteinte à la sécurité, aux droits humains des citoyens. Donc il y a une disproportion par rapport à l'usage également de ces choses-là. Pour revenir sur la question des enfants à la suite de mon confrère, voilà, je voulais dire simplement que pour les enfants, il y a 3 cas généralement qui sont prévus. Il y a d'abord les enfants détenus,
les enfants militarisés et puis également les enfants utilisés comme esclaves sexuels. Les enfants détenus, dans ce cas bien précis, il faudrait quand même parvenir à identifier qui sont ces enfants, où est-ce qu'ils sont détenus, est-ce que c'est des endroits non officiels, c'est des endroits qui ne sont pas appropriés pour la détention des enfants, qui les détient, où et pourquoi. Donc ça, c'est des questions qu'on pose d'abord par rapport aux enfants. Il ne suffit pas simplement de dire qu'il y a des enfants, mais il faudrait également pouvoir détailler, apporter des éléments de preuve sur ces aspects des enfants détenus. En ce qui concerne les enfants soldats, est-ce qu'ils ont moins de 15 ans? Est-ce qu'ils ont moins de 18 ans? Parce que les conventions parlent d'enfants enrôlés à moins de 15 ans et tout le reste. Est-ce que les groupes armés recourent à ces pratiques? Quelles sont leurs activités? Etc. Donc voilà autant de questionnements en aval qui sont très importantes et qu'on doit pouvoir avoir. Il ne suffit pas simplement de faire un rapport, un état de lieux, mais aller en profondeur dans une zone de conflit difficilement accessible à l'État malien, à plus forte raison les juridictions nationales, pour aller détailler ces différents points-là, c'est quelque chose de très très difficile. Tant du côté des enquêtes pour les autorités et les forces armées de sécurité, tant du côté aussi des groupes armés. Donc voilà. Merci beaucoup, Maître Abdraman Touré, avocat au barreau malien. Alors, Firoun Maïga, vous êtes un membre de la plateforme. Qu'est-ce que tout ceci laisse à l'accord de paix? Est-ce que cela remet en cause l'application de l'accord de paix? Non, je me dis au contraire. Moi je pense que l'ensemble des parties se sont engagés à la mise en œuvre de cet accord. Et je pense qu'il y a un seuil que personne n'oserait dépasser sous réserve que, voilà, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut dire. Et je ne pense pas, ni du gouvernement, ni des autres partis, il n'y a pas une volonté d'aller de l'avant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'attente qui fait beaucoup plus donner le stress que le phénomène même dans sa mise en œuvre. Ce que je peux simplement dire, c'est que dans toutes les crises qu'on a connues, que ce soit en Afrique, en Europe, ainsi de suite, la question des enfants soldats s'est toujours posée. Mais il faut peut-être l'analyser à des niveaux, comme l'a dit le maître, l'avocat, pour dire dans quel contexte on peut retrouver ces enfants, dans quel moment, comment est-ce qu'on peut apprécier ça. Nous, pratiquement, au niveau international, on se rend compte qu'il y a des enfants soldats au niveau du cantonnement. Quand des individus se présentent avec leurs armes et qu'on constate effectivement que l'âge déclaré par l'enfant, par la personne, est inférieur à l'âge indiqué qui est de 18 ans. En ce moment, on se dit, bon, écoute, il est enfant, il est jeune. Ou bien que sur le théâtre des opérations, il y a des enfants qui se font prendre, ou bien qu'on saisit des enfants et qu'on se rend compte qu'effectivement, ils sont des enfants, ils sont mineurs. Mais en ce moment, effectivement, on peut dire que telle ou telle partie utilise des enfants soldats. Maintenant, la question, c'est de voir, est-ce que les deux parties, la CEMA ou la plateforme, décomposées ainsi de suite sur des enquêtes, il a été trouvé sur le terrain des combattants jeunes de cette taille qui ont été prouvés ou sur lesquels il y a eu un rapport comme ce même rapport? Je pense que non. Donc la question, c'est effectivement, aucun mouvement n'oserait s'aventurer sur ce terrain parce qu'au point de vue international, c'est interdit. Bon, mais il faut que des rapports établissent effectivement le bien fondé. Mais on sait toujours, chaque fois quand on arrive dans des théâtres de cantonnement et ainsi de suite, on se rend compte effectivement que d'autres groupes arrivent. Mais les mécanismes qui les amènent, souvent il y a des passerelles qui ne répondent pas du tout des activités du terrain. Un dernier mot, Ataï? Oui, un dernier mot. D'abord, je tiens à exprimer mes félicitations à Maître Touré du barreau, qui a fait preuve de la maîtrise du domaine, parce que là, vraiment, il a permis à tout le monde d'être éclairé sur ce qui se passe exactement. Mais pour dire ici que pour les enfants soldats, nous luttons contre, nous essayons d'éviter que ça se produise et nous le faisons au maximum. Et je pense qu'il faut se féliciter de cela, parce que même au niveau du MNLA, nous avons mené des campagnes ici. C'était une réalité au début, depuis les années 90, mais je pense que cette fois-ci, au sein des groupes, le taux a beaucoup diminué et ça continue à diminuer. Il y a seulement des gens qui continuent à apporter leurs enfants juste avec eux comme ça, parce que les familles ne sont plus là, mais c'est pas parce qu'ils participent au combat. Il n'y a pas cas de participation au combat d'enfants de la part de la CMA. Nous l'interdisons, nous refusons et nous ne le faisons pas. Maintenant, laissons la commission d'enquête internationale se mettre sur pied, faire son travail, et là, tout le monde sera élucidé et les institutions habilitées vont
faire le jugement pour faire un verdict clair où toutes les victimes seront... merci Ataï. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. Nous sommes donc à la fin, une émission qui réfléchissait sur les deux rapports 2014-2015 des Nations Unies sur les violations de droits de l'homme au Mali. Nous étions avec 4 invités, Maître Amadou Tchéoulé Ndiara de la Ligue pour la justice et le développement et les droits humains au Mali, Firoun Maïga, membre de la plateforme, Saloum Traoré n'est pas venu, malheureusement n'a pas pu rejoindre ce studio, Ataï Mohamed, chargé des questions de droits de l'homme au MNLA et membre de la CEMA, et Maître Abdraman Touré, avocat au barreau malien, était avec nous pour donc décortiquer ce thème. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté était à la technique, Ayouba So à la réalisation et Petit Ndiara à la mise en onde, à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.